Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est avec Shai et on va débriefer ensemble la longue nuit NBA. Il y a eu 12 matchs au programme. Beaucoup de choses se sont passées sur les parquets NBA. Shai, je te propose qu'on commence tout de suite avec le duel, entre les Sixers et les Spurs qui s'est joué en 2 prolongations. Mm. Très grosse performance. C'est la grosse perf de la nuit, c'est celle de Tyrese Maxey. Il a mis 52 points pour répondre aux 33 points, 18 rebonds, 6 passes, 7 blocs, mais aussi 9 balles perdues de Victor Wembanyama. Les Spurs qui ont fini par perdre après 2 prolongations contre les Sixers. Ouais, gros match, gros match. Il n'y avait pas Joel Embiid qui était laissé au repos pour éviter un back-to-back, ce qui est assez compréhensible à ce stade de la saison, même si les points, j'allais dire les points, on n'est pas en Ligue 1, mais les victoires sont précieuses à ce stade de la saison. Et les Sixers ont réussi à le faire avec, comme tu disais, Maxi à 52 points, un bon Nicolas Batum aussi qui a marqué un panier important pour aller en prolongation. Et bon, moi, voilà, j'aime bien aussi retenir quand même ce que tu disais, les stats de Victor, même l'impression laissée, elle est encore impressionnante. Il y a cet accent aussi mis sur le playmaking, il en a parlé après le match. Il y a une question de Benjamin notamment à ce sujet, où il dit c'est clairement le prochain secteur qu'il va explorer. Il disait que même au niveau de l'équipe de France, c'est quelque chose qu'il aimerait faire. Et tu le disais à juste titre, Wembanyama va être l'un des playmakers de l'équipe de France. Et dans ce match-là, on a vu un peu de tout de sa part. Tu disais 33 points, 18 rebonds, 6 passes, 7 contre. C'est une nouvelle ligne de stats historique, même si c'est toujours un peu alambiqué. Il n'y avait jamais personne qui avait fait 30 points, 15 rebonds, 5 contre, 5 passes et 5 paniers à 3 points dans un match. Il l'a fait. Et bon, ça s'est pas traduit par une victoire, mais on est toujours dans cette logique de belle dernière partie de saison des Spurs qui montrent des choses pour la suite. Les Spurs qui ont besoin encore de 2 victoires pour ne pas finir avec le pire bilan de l'histoire de la franchise. Ça s'est pas passé loin. Il y a eu beaucoup de défaites serrées, hein, sur peu de choses près. San Antonio aurait pu finir à, je sais pas, 26, 27 victoires sur cette saison, quelque part. Donc, tout n'est pas à jeter, c'est sûr. Et c'est une victoire importante pour Philadelphie, donc, qui jouait sans Embiid laissé au repos. Tyrese Maxey a pris le relais, il a été excellent. Les Sixers, ils sont revenus sur la fin. Il y a un gros panier à 3 points de Nicolas Batum à 9 secondes, 9 secondes du buzzer du 4e quart-temps. Derrière, Champagny marque, lui aussi à 3 points. Puis c'est Tyrese Maxey marque un panier, pardon, et Tyrese Maxey euh, arrache l'égalisation pour obtenir la première prolongation. Maxey, il a mis, je ne sais plus combien de points dans le 4e quart-temps, j'ai oublié, mais ça se compte en dizaines. Il en a mis un paquet. Et après, les Sixers ont fini sur un 10-0 le match, hein. Les Spurs étaient repassés devant 126-123 sur la deuxième prolongation. Puis boum, il y a un 10-0 derrière. Philly a quand même accéléré. Et Philly qui est maintenant 7e. Donc Philly aura l'avantage du terrain a priori au play-in. Enfin, c'est pas encore acquis, hein. Il reste des matchs. Il reste 3 matchs pour les Sixers. Mais ils sont passés devant Miami. Ah, c'est ça, Miami qui a perdu. On peut enchaîner avec ce match, même si Ouais. on parlera des Mavericks après. Il y a eu une autre grosse perf, hein. Il y a eu un super match entre Dallas et Houston. Il y a eu un paquet de beaux matchs, mais c'est vrai, Miami jouait contre Indiana. Donc, au moment du match, Miami 7e, Indiana 6e. Le hit, match important, presque un match de playoff, déjà un match de play-in. Et c'est Indiana qui a gagné 117-115. Indiana qui s'est appuyé sur le gros double-double de Miles Turner, 22 points, 13 rebonds. Et voilà, Indiana qui sécurise sa 6e place, elle n'est pas encore complètement acquise. Il y a un match d'écart avec les Sixers, mais il reste que 3 matchs, hein. Il reste que 3 matchs. Mm. Et il y a un match et demi d'écart maintenant avec Miami. Donc c'était vraiment un match important. Et les Pacers se sont mis dans le rythme des playoffs en allant chercher cette victoire. Ouais, sauf Kata, enfin sauf vraiment très très mauvais finish. Je pense qu'ils finiront au moins 7e du coup. Ce qui fait que même s'il n'y a pas playoff direct, il y aura avantage du terrain au play-in. Et c'était une victoire importante. Miles Turner, excellent. J'étais même pas sûr de le voir jouer parce qu'au dernier match, il s'était retourné le doigt. Et là, il arrive, il sort un double-double. Un double-double et 2 lancers importants aussi à la fin du match pour plier l'affaire. Belle opération d'Indiana, moins bonne opération de Miami. Et là, Miami est au Miami. complet, hein. Miami est au complet. Il y a d'autres équipes au complet qui continuent de perdre et d'être irrégulières, dont on parlera plus tard. Mais ouais, Miami, pas très convaincant non plus sur ce match-là. Bon, de toute façon, on sait à quoi s'attendre avec cette équipe. Enfin, on sait à quoi s'attendre et à la fois, on sait pas à quoi s'attendre, mais on sait ce qu'on imagine pour eux à partir des playoffs ou du play-in. Mais l'étau se resserre, comme tu ne manqueras pas de nous le faire remarquer avec Théo si Ils sont ça se 8e, complique. quoi. Ouais. Miami est 8e. Le prochain match d'Indiana, en plus, Miami va devoir sans doute passer par le play-in. Alors, peut-être l'avantage, c'est que peut-être
bon, à part Boston, personne n'a l'air impressionnant à l'Est. Même Milwaukee est sur une série, même si Milwaukee est pas tout à fait au complet, on y viendra, mais parce que tu parles d'être au complet, mais en réalité, sur les derniers matchs, ils sont très, très, très peu souvent au complet. Milwaukee perdra peut-être sa deuxième place, donc à la limite, mais même la septième place pour Miami, là, le play-in dans la configuration actuelle, ça serait un match contre Philly à Philly, avec sans doute Joel Embiid. Alors sur un match, tout peut se passer. Ça ne veut pas dire que Miami perdra forcément cette rencontre, mais pour l'instant, Miami est huitième. On se dirige plus vers une huitième place, un duel contre Boston. C'est pas du tout la même histoire. Miami est au complet, il y a un ajustement à trouver. Indiana, son prochain match, c'est contre Toronto, donc les Pacers ont quand même une vraie occasion. Ils sont capables de perdre contre Toronto, mais il y a une vraie occasion d'aller renforcer cette sixième place. En tout cas, chapeau aux Pacers qui font une belle saison, mine de rien. Ouais, non, clairement. C'est une saison de progression. Donc, à un moment, je les voyais plus un peu plus haut. Ils ont relâché parce que c'est compétitif aussi autour. Il n'y a pas à dire, mais ils ont baissé de pied quand Ali Burton a eu les petits pépins et ça. Voilà. Mais dans tous les cas, oui, ça va dans la bonne direction. Allez, on peut parler du gros match que je mentionnais plus tôt, c'était celui entre Dallas et Houston. Victoire des Mavericks 147-136, là aussi après prolongation. Super match. Moi, j'ai regardé la première mi-temps. Alors, Dallas avait commencé quand même à refaire son retard dans le deuxième quart-temps. Mais au tout début, ça a commencé par un 24-5 des Rockets avec un Jalen Green qui était chaud patate et qui s'est complètement éteint ensuite. Des Mavericks qui n'arrivaient pas à trouver leur rythme, 22 points de retard dans le deuxième quart-temps, 10 encore dans le quatrième quart-temps, et les Mavericks qui l'ont donc emporté après prolongation. 48 points de Kyrie Irving, il a été immense, 37 points, 9 rebonds, 12 passes de Luka Doncic, il a été lui aussi très très bon, il a des actions décisives sur la fin, on en parlera peut-être, un contre, quelques très belles passes. Dante Exum qui a arraché la prolongation avec un 3 points au buzzer. C'est son deuxième 3 points clutch en l'espace de quelques jours. Et donc, encore une victoire des Mavericks. Bien parti pour finir cinquième. A priori, on n'ira pas leur chercher leur cinquième place à l'Ouest. Il faut préciser aussi qu'avant le panier à 3 points de Dante Exum pour arracher la prolongue, il y a eu deux lancers francs ratés par Jabari Smith Jr. Ouais, ils en ont raté un paquet à la fin. Ils ont raté un paquet et ils étaient à +3. Deux lancers à suivre, il en suffisait d'un. Et dès que tu laisses une opportunité à une équipe comme Dallas, boum, la sanction. Et après, ça va avec la dynamique des Rockets qui sont forcément moins bien en ce moment. Ils ont perdu un peu la confiance énorme qu'ils avaient acquise depuis que la qualif pour le play-in est morte. Mais match divertissant avec cette fin de match assez folle, en tout cas dans le quatrième quart-temps. Et mine de rien, Houston a très bien défendu au début. Alors, j'ai pas vu la deuxième mi-temps, donc j'ai vu que des highlights pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé ensuite. Mais les Rockets, donc, il y a quand même des choses prometteuses. Et les Mavs, je continue de le penser, vraiment, j'en fais de plus en plus mon favori pour la finale NBA, ou en tout cas, je me dis que cette équipe, il va falloir être vraiment très, très costaud pour aller derrière, avec Denver, c'est pour moi les deux équipes à battre à l'Ouest. Je sais qu'à l'Ouest, tout est très serré, il y a beaucoup de bonnes équipes, etc. Mais j'ai l'impression que Dallas commence à rentrer dans une catégorie à part, celle avec Denver. Les Mavs ont vraiment de tout. Ils ont un Kyrie qui fait une saison incroyable, mine de rien. Ça marche vraiment leur duo. D'ailleurs, les deux, j'ai vu les images à la fin du match quand Kyrie et Luka, ils se prennent dans les bras. Ils sont bras dessus, bras dessous. Tu sens quelque part, c'est une victoire qui peut booster ta confiance. Tu as été mené, puis tu arrives à gagner dans ces derniers temps. Dallas, là, depuis la trade deadline, il gagne dans toutes les configurations, en fait. Match défensif, match rapide, match sur demi-terrain, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de solution contre Doncic. Et déjà qu'il n'y a pas de solution contre Doncic, derrière, de toute façon, il n'y en a jamais eu de solution contre Kyrie Irving. La seule solution contre Kyrie Irving, c'était Kyrie Irving lui-même. Sauf que Kyrie Irving, il ne fait pas de frasque, il est toujours là, il a l'air d'être bien intégré. Ça fait un moment maintenant, depuis qu'il est parti de Boston, qu'il a accepté qu'il y avait des fois des joueurs meilleurs que lui devant lui. J'avais vu une stat, Kyrie, il a nettement moins le ballon qu'à l'époque où il jouait avec les LeBron James, par exemple. Il accepte complètement son rôle et ça le rend injouable. Et là où je te suis, c'est qu'en plus du niveau de Luka et Kyrie, qui est vraiment énorme, il y a moi, mes interrogations, c'est toujours autour, le supporting cast qui va jouer. Et là, en ce moment, sur le match d'avant, tu as PJ Washington qui est vraiment qui a fait un super match, qui a été décisif, qui met 32 points, enfin des actions importantes. Là, c'est Dante Exum qui leur arrache la prolongation. Donc quand les autres sont impliqués,
Et c'est ce que disait LeBron dans le podcast avec Reddick, qui disait tu peux faire, voilà, tu fais ce que tu veux sur Luka et sur Kyrie, ils vont faire ce qu'ils savent faire. Si Tim Hardaway Jr. ou Dante Exum te mettent 5 ou 6 paniers à 3 points, t'es mort. Ils n'ont même plus besoin. Voilà, Ils ont même plus besoin. Traduction, s'ils arrivent à être juste bons, à être dans le flow du truc, ça suffit pour que Dallas gagne les matchs. Mais là, en plus, pour moi, l'analyse de LeBron, elle est presque sur l'équipe du début de saison. Ouais. Là, l'équipe actuelle, ils n'ont même pas besoin que Tim Hardaway Jr. y mette 5 paniers à 3 points. Parce qu'en fait, ça défend bien, c'est athlétique, ça court. Et ces mecs-là, ils sont impliqués d'une certaine manière. Évidemment, ils n'ont pas beaucoup de temps de possession, balle en main, ou vraiment, mais de toute façon, des PJ Washington, des Derrick Jones Jr., des Daniel Gafford. J'ai l'impression que tout le monde accepte son rôle. Cette équipe, vraiment, je le répète, on verra peut-être que je me trompe, il y aura un premier tour qui sera de façon très intéressante contre les Clippers. C'est 2 vrais candidats au final de conférence, voire finale NBA, qui vont se retrouver dès le premier tour. Un peu comme l'an dernier, quand il y a eu Phoenix contre les Suns contre les Clippers. C'est peut-être la série la plus puissante du premier tour, parce que celle-là, pour le coup, elle est quasiment validée. C'est celle où de suite, il y a une très grosse équipe qui sort. Par exemple, même si les Clippers ou les Mavs venaient à sortir dès le premier tour, je pense que ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait tant d'équipes meilleures qu'eux à l'ouest. Mais cette équipe de Dallas, vraiment impressionnante. Les Clippers, justement, qui ont battu les Cavs. Alors, quand justement, j'ai regardé la première mi-temps de Dallas, les Clippers sont en train de se faire déchiqueter par les Cavs. Jamais, j'étais surpris ce matin en voyant que Los Angeles avait gagné. Victoire 120-118, ils ont remonté 26 points. Ouais. Troisième plus gros comeback. Ils ont pris 80 points en première mi-temps et que 38 en deuxième. Et il y a eu un excellent Paul George. 22 de ses 39 points dans le quatrième quart-temps. 39 points, 11 rebonds, 7 passes. Victoire des Clippers. Ouais, c'était assez fou. La remontée, c'était catastrophique pendant une mi-temps. Et après, c'est Cleveland qui est devenu catastrophique. Et les Clippers sont venus. Paul George a été très, très, très important. Et du coup, c'était hyper important de gagner parce que Dallas continue de mettre la pression. Et là, quand tu reviens de l'enfer dans des matchs comme ça, c'est aussi important à l'approche des playoffs. Et Cleveland chute libre. Hein. Cleveland chute libre 5e. Parce que les autres ont gagné, on va en parler après. Mais ouais, je suis pas hyper rassuré. C'est vrai malheureusement pour eux, ils ont vraiment la tête de l'équipe qui va être pas trop mal classée, mais qui va se faire sortir au premier tour. Et voilà, je commence à accepter cette hypothèse, alors que je me disais quand même que c'était une équipe valeureuse et qui s'accrochait. Ils sont pas encore du tout éliminés, hein, je dis pas ça, mais malheureusement, il y a un peu la tête de l'emploi, quoi. Il y a un scénario catastrophe. Bon, il est quasiment improbable, mais je crois qu'il est mathématiquement possible. Je crois qu'il y a un scénario où ils vont carrément dans le play-in. Je pense pas que ça va arriver, mais ils sont descendus jusqu'à la 5e place. Alors, ils sont pas si loin de ça de la première. Hein. Ils ont le même écart entre la deuxième, pardon. Ils ont le même écart entre la 2e place et la 7e. Ouais. Donc, ils peuvent. Il y a un match et demi d'écart. Ils peuvent encore finir 4e, ils peuvent encore finir 3e, etc. Mais 7 défaites sur les 10 derniers matchs, 3 défaites de suite. Un Donovan Mitchell qui tire un peu la tronche, là, il était blessé. Quand je dis il tire la tronche, pas au niveau de la. Je parle au niveau physique, quoi. Il est blessé, etc. Alors, leur prochain match est contre Memphis, on verra si ça peut les aider à se relancer. Mais ouais, les Cavs, c'est clairement pas la bonne dynamique juste avant les playoffs. Et du coup, ils se sont fait doubler par New York, qui a battu Milwaukee 122-109. Victoire des Knicks, victoire importante des Knicks. Il y a OG Anunoby qui est de retour. Il y a eu 43 points de Jalen Brunson. Il a été impérial. Il est très bon contre Milwaukee cette saison. Ouais. Pourquoi je disais avant que Milwaukee n'est pas toujours au complet, je trouve que c'est pas tout à fait pareil quand même. Ça va aider à relativiser un peu pour Doc Rivers. Si j'étais lui qui cherche souvent des excuses, c'est ça que je prendrais. Sur les 29 derniers matchs, ils ont joué que 4 fois avec Middleton, Lillard et Giannis. Donc 4 sur 29, c'est vraiment très peu, sachant que chacun est très important au succès de cette équipe, sans doute même trop. Et pour le coup, dans les 4, il y a ce match contre New York où Middleton, il est obligé de sortir en première mi-temps après s'être pété une dent. Et Milwaukee était devant à ce moment-là. Il y avait 11 points d'avance à la mi-temps. Bon, après, évidemment, tu peux quand même, a priori, t'en sortir sans Middleton. Mais je trouve que c'est vraiment un joueur important, aussi bien en attaque qu'en défense. Bon, après, les Knicks, ils ont des absents aussi. Hein. Ça ne les a pas empêchés. Les Knicks, il leur manque juste Randle. Je pourrais dire qu'il est tout aussi important pour les Knicks. Et pourtant, New York va gagner ce match à Milwaukee 122-109. 4e défaite de suite pour les Bucks. J'admire ta bonté d'âme envers Doc Rivers pour lui servir une excuse sur un plat. Mais oui, alors dans le fond, tu as raison. Ils ont rarement été au complet. Mais moi, je me dis toujours que alors, New York, c'est une super équipe. Hein, mais même contre les autres... à partir du moment où tu as une base Giannis, et puis avant ils arrivaient à gagner même parfois des matchs sans Giannis, sans d'autres membres importants. Là sur le papier,
outre la blessure, enfin le problème de Middleton, t'as encore Yanis et Lillard sur le terrain, Brook Lopez. Enfin, ça doit au bout d'un moment, ça doit quand même. Là, c'est c'est plus que clair. c'est dans la continuité de matchs catastrophiques où ils enchaînent des défaites contre des équipes vraiment du bas de tableau. Donc c'est aussi pour ça là, c'est le manque de confiance. C'est leur plus longue série de défaites cette saison là. Donc c'est très compliqué. Yanis, 28 points, 15 rebonds, 8 passes. C'est bon. Moi, on va sortir le positif de ce match, c'est quand même que Jalen Brunson est quand même incroyable. Ouais, ben, 43 points, 8 passes, il fait encore un match de dingue, il est exceptionnel et aidé par son gars de Villanova, Dante DiVincenzo, qui fait 26 points aussi. 8 paniers à 3 points ouais, pour DiVincenzo. Ouais, mais bon, voilà, sixième défaite en 7 matchs et la deuxième place est en danger. Ils sont en danger. Ouais, Orlando est qu'un match derrière, New York est un match Ouais. derrière et les Bucks se tirent une tête eux aussi. Alors eux pour le coup c'est pas comme Mitchell, c'est pas physique, tu sens que mentalement. Alors Doc Rivers d'ailleurs, il commence un peu à assumer aussi. Je pense que ça lui vient jusqu'à ses oreilles. Des fois j'ai l'impression qu'il est pas complètement sorti de sa carrière de consultant parce que des fois il s'exprime un peu comme Jason Kidd, comme c'était l'impression qu'il n'était Mhm. pas là. Ouais, c'est Alors, ça. il a effectivement dit Bronson qui performe contre les Bucks, c'est de ma faute, c'est de la faute du staff, à nous de trouver une solution. Ce qu'il a dit aussi, c'est que tu vois, en fait, il a des tournures de phrases où tu dis, mais pourquoi tu nous le dis ça? Tu vois, genre, il révèle qu'un arbitre lui a dit à votre équipe, elle paraît tellement lourde, tu sais, de heaviness of your team. Je sais pas trop comment le traduire en français. Ouais, Genre, ouais. ça La se voit que lourdeur, les ouais. mecs, ouais, tu vois, que ça va pas dans le groupe, tu vois. Mais pourquoi tu nous dis ça? Parce que tu sais, quelque part, ça montre, bah regardez, le groupe, ça se passe pas bien. Qu'est-ce que je fais de ça? Mais mec, t'es pas consultant, ça c'est pas. Et ça, c'est une remarque de consultant, ça va. Enfin, je trouve, Mais personnellement, je si, oui. trouve. Et, allez, j'ai une autre petite stat. Doc Rivers, en une demi-saison, même pas, donc en 2 mois, ça fait 2 mois? Mhm. Ouais, ça fait 2 mois. En 2 mois avec Milwaukee, il a perdu plus de matchs que les Celtics depuis le début de l'année. Ouais. Et ils sont deuxième à l'Est, Milwaukee. On va leur laisser une chance en playoff quand même parce que voilà, il y a du talent, que Doc Rivers, non, c'est quand même un coach d'expérience, mais les planètes s'alignent pas là, hein. Ouais, ouais. En fait, quand il y a un tel esprit, enfin, un truc autour de ton équipe, tu te dis, mais même s'ils gagnent des séries, combien ils peuvent en gagner? Et puis, en fait, tu te dis que c'est mort pour le titre. Tu vois, genre là, je vois pas un monde où Milwaukee gagne le titre. Donc, quelque part, je vois pas un monde où Milwaukee sauve sa saison. Je vois même pas vraiment un monde où Milwaukee va en finale NBA, ce qui pourrait être à la place. Ce qui pourrait être perçu comme c'est pas mal quand même vu d'où ils reviennent. Ouais, ce sera perçu comme ça, hein, le lot de consolation, parce que vu Ouais, comment ils galèrent là, s'ils vont en finale NBA ou même, bon, finale de conférence, ça reste très très accessible logiquement, mais s'ils vont en finale NBA quand même, là, c'est pour ça on en parlait de qu'est-ce qui serait un échec pour Milwaukee, parce que la notion d'échec est importante pour les Bucks et Giannis, on l'avait bien compris. S'ils vont en finale NBA, alors que là ils sont à la cave, franchement, là ils auront sauvé quelque chose quand même. mais du coup, en fait, je vois pas non plus un monde où Doc Rivers il reste 5 ans à Milwaukee. Ouais. C'est vraiment. Je suis obligé de remettre ça là, mais lui offrir un contrat sur 5 ans, je vois comment ça se passe. Je me dis, mais Mm. on est tout aussi proche de Doc Rivers qui jette l'éponge cet été ou le suivant que d'un titre, Il est tu pas vois, trop du du côté de genre, il est Milwaukee. pas trop du genre à jeter l'éponge, le garçon, hein. Je pense pas non plus, Avec un mais contrat peut-être de 5 ans, son intérêt c'est de se faire virer, hein. Enfin bref. Allez, on verra ce que ça donne en playoff. En attendant, Orlando donc s'est rapproché de la deuxième Yeah! place. Orlando est troisième. Le Magic a battu les Bulls 113-98, 24 points de Paolo Banchero. Franz Wagner s'est reblessé à la cheville par Ouais. contre quand même. Mm. Et Jonathan Isaac aussi s'est fait mal. Mais victoire du Magic, le Magic qui se rapproche de la deuxième place. Putain, si le Magic finit deuxième cette saison, alors là, je pense que même les plus optimistes ne pouvaient pas le prévoir. Bon, là, ouais, ils ont dominé les Bulls avec 24 points de Paolo Banchero, 19 points de Jalen Suggs, toujours très très bon. Markel Fultz intéressant, sorti de banc aussi. J'espère que Franz Wagner, c'est pas grand chose. Je crois que les examens n'ont pas été trop inquiétants, mais aussi près des playoffs, j'aime pas voir des joueurs se blesser et arriver diminuer. Surtout un mec aussi important que Franz Wagner. Allez, en parlant de joueurs importants qui s'est blessé, Anthony Davis s'est reblessé à l'œil lors du match entre les Lakers et les Timberwolves. Les Lakers qui ont grillé une opportunité. Ils jouaient contre une grosse équipe, mais ils ont perdu. Il n'y avait pas LeBron James. Défaite contre Minnesota, 127-117. Minnesota qui en profite pour reprendre la première place à l'Ouest. Anthony Davis, il a joué que 12 minutes. Los Angeles était devant lui aussi, là, Ouais. au moment où il sort.
Mais il devrait rejouer dès mardi soir, normalement, contre les Warriors. Il devrait être remis. Il y a eu 30 points de Rui Hachimura. Il y a eu surtout 31 points de Naz Reid, 18 points, 16 rebonds de Rudy Gobert, 26 points d'Anthony Edwards avec 8 passes. Voilà, Minnesota qui continue de dérouler. Naz Reid, il est chaud. Hein. Oh là là. C'est lui le meilleur big man shooter de la ligue. Voilà, va le dire à 4, Naz. C'est bien. Non, mais vraiment, il est impressionnant. 6 paniers à 3 points encore. Ouais, il est impressionnant dans le 5. Il est impressionnant quand il sort du banc. Je répète qu'il a un contrat ultra favorable. J'ai pas les chiffres en tête, mais il l'avait signé. C'était quoi, 2 ans, je crois. Et c'était vraiment une super signature. Donc ça, c'est du très très bon boulot. Et et puis donc voilà, ils ont pu gérer. Il n'y avait pas LeBron qui était malade du côté des Lakers. Anthony Edwards 26 points, Rudy Gobert 18 points, 16 rebonds, ça fait le job. Et c'est du coup, vu que Denver jouait pas, Minnesota est à égalité. Ils ont le même bilan que les Nuggets. Et OKC est revenu à un match à peu près. Alors le Thunder a une défaite de plus et une victoire de moins. Le Thunder qui a battu. Ils ont joué contre Charlotte. 121-118. Il n'y avait toujours pas de Jalen Williams, toujours pas de Shai Gilgeous-Alexander, mais 26 points d'Aaron Wiggins avec 6 interceptions quand même et 5 passes, 20 points, 13 rebonds, 13 passes de Josh Giddey, encore un triple-double pour Josh Giddey, 20 points, 10 rebonds de Chet Holmgren et une victoire contre Charlotte. Et un truc que je trouvais fort du côté de Charlotte, c'est que tous les joueurs de Hornets ont mis au moins 10 points. Voilà. On fait ce qu'on peut sur la fin de saison on cherche des objectifs. Je trouve qu'ils n'ont pas une mauvaise équipe. Non, Charlotte. Brandon Miller est vraiment très bon. J'ai mis du temps à l'accepter. Mais sur les derniers matchs, pas spécifiquement celui-là, mais Brandon Miller est vraiment très très bon. Yes, non, c'est clair, c'est clair. Et la deuxième partie de saison de Charlotte, alors ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, mais il y avait quand même beaucoup plus de choses intéressantes. Et il faut se dire qu'ils vont changer de coach du coup, parce que Clifford, c'était vendredi, je pense, qu'on en a pas parlé, mais Clifford va passer la main, il va rester dans le front office, et du coup, la saison prochaine, il y aura un nouveau coach, le retour de la Melo Ball. Brandon Miller en saison 2, il y a peut-être quelques motifs d'espoir pour les Hornets. Un pic de plus. Un bon pic de plus. Il y a peut-être quelques motifs d'espoir du côté des Hornets. Nick Richards, Mark Williams. Ouais, non, c'est clair. Boston a battu Portland, 62e victoire de la saison pour Boston. Pas pour Portland. Il n'y avait pas de tatou, mais on sait que ça ne change rien. 20 points, 8 passes de Pritchard, 26 points de Brown, 28 points d'Alano Banton avec 8 passes. Je vous le dis, c'est le gars. Le gars Fantasy League, 22 points, 14 rebonds pour Dominaton, 9 points pour Ryan Rupert, 15 points, 8 passes pour Scoot Anderson. Voilà, pas grand-chose de plus, j'imagine, à ajouter sur ce match. Bien sûr. Une autre affiche entre deux équipes qui jouent pour la 6e place. Il y avait le pendant du Miami-Indiana, c'était New Orleans contre Phoenix. Victoire des Pelicans qui se sont relancés. Les Pelicans, c'est à rien y comprendre. Hein. C'est vraiment une équipe, tu sais vraiment pas, ça peut sortir au premier tour, ça peut aller en finale de conférence, ça n'a pas trop de sens. C'est un peu comme les Suns aussi d'ailleurs. Les Pelicans ont battu donc les Suns 113-105. Cette fois-ci, Devin Booker n'a pas mis 50 points, il s'est arrêté à 25. Il y a eu 29 points, 10 rebonds, 7 passes, 5 contres pour Zion Williamson. Excellent match de Zion, excellent match des deux côtés du terrain. C'est pas toujours un joueur qu'on identifie comme un très bon défenseur. Il a été très bon en défense et c'est un accent. L'accent a été mis dessus. Willie Green en parlait. Il est vraiment bien. Ça, je touche du bois pour qu'il puisse enchaîner les saisons, les matchs, tout ça parce que c'est quand même encore un joueur relativement jeune, qui a toujours une marge de progression et qui a besoin d'enchaîner. Ça peut devenir un joueur ultra complet quand même quand il pense parce qu'il a beaucoup progressé au playmaking. Il a que 23 ans. Hein. Voilà, il faut se rendre compte de ça. Le problème, c'est vraiment la santé parce que c'est un joueur qui a beaucoup progressé à la passe. C'est un playmaker vraiment très très compétent maintenant. On parle pas du scoring où il enfonce tout ce qui bouge dans la peinture. Et ça devient un défenseur. Il est capable d'être un défenseur compétent. Je touche du bois pour lui parce que quand il est comme ça, les Pelicans ils montrent leur meilleur visage et c'est pas l'équipe irrégulière. Là, il avait manqué le dernier match, donc fallait aussi prendre ça en compte. Mais quand il est là, 3 ou 4 défaites. Hein, les Pelicans n'étaient pas bien. Quand Zion est comme ça, vraiment, je trouve que c'est une super équipe. Et quand il y a l'adresse extérieure qui suit aussi, là, ils ont shooté à 41%, 16 paniers à 3 points, ça a été décisif contre ces Suns-là qui, eux aussi, sont un peu difficiles à cerner. Bradley Beal a fait un bon match, il faut le souligner, 33 points. Ce qu'on nous disait, je sais plus, on nous avait dit qu'on était un peu dur avec Bradley Beal, mais il est bon, hein, c'est pas le problème, c'est plus l'alchimie entre les trois qui est pas toujours optimale. Enfin, on sait pas. Quand il y en a que deux, ça va. Quand il y a que Booker et des KD, on sait ce que ça vaut. Quand il y a Bradley Beal. Même les trois ensemble, en fait, ils sont pas mauvais. Ils ont un bon bilan avec les trois ensemble. Le problème, en fait, il n'y a pas de reproche envers Bradley Beal directement. C'est plus le choix d'être allé chercher une troisième star, en fait.
parce qu'ils ont sacrifié, je pense, beaucoup pour cette troisième star, Mm. pour un Bill qui au final est pas relax, pas suffisamment taillé pour jouer le rôle. Troisième option, c'est celui qui se sacrifie le plus, c'est celui qui se retrouve à normalement devoir défendre le plus fort, et on sait que ça ne sera pas le cas chez lui. Et il n'a pas le niveau offensif sur cette saison, peut-être à cause des blessures, pour assumer le côté deuxième option, avec un Durant qui deviendrait un peu all-around troisième option, fausse troisième option évidemment, vu que tu es Kevin Durant. Et du coup, c'est plus le choix en fait que le niveau de jeu de Bradley Beal, parce que les trois ensemble, ils ont un Ouais. bilan plus que positif. Et il Après, lui demande aussi d'être très meneur, enfin très passeur aussi. Il en a parlé, il a dit que c'était un peu nouveau pour lui et qu'il fallait qu'il s'adapte. Alors il y a des matchs où il a fait beaucoup de passes décisives et où il s'est concentré plus sur ça que sur le scoring. Mais lui aussi, il découvre ça et non, l'échantillon n'est pas gigantesque au moment d'arriver en playoff. Donc sur le talent pur, il n'y a rien à dire. Ils peuvent battre absolument n'importe qui. Mais est-ce qu'au moment clé, ils sont capables d'enchaîner les bons matchs? C'est aussi ça le problème avec Phoenix. ouais, on verra. Ils sont sixième, ils gardent la sixième place parce qu'ils sont Mm. le tiebreaker sur les Pelicans, mais du coup, ils ont le même bilan que les Pelicans. Ouais. Quel match j'ai oublié? Il y avait la victoire des Warriors contre le Jazz. Pas de Stephen Curry, pas de problème. 118-110 pour Golden State. 32 points de Klay Thompson. Alors, on commence à reposer. Il y a le retour de Jonathan Kuminga. On commence à reposer un peu du côté de Golden State. La 10e place, elle est verrouillé, validée. voilà. Donc voilà, il y aura un play-in. Tout se jouera. Ça sera soit contre Los Angeles, soit contre Sacramento pour aller chercher une Je place. pense que les Warriors ont une préférence. Sacramento, tu Oui, penses? je pense quand même. Tu penses pas? Je sais Tu penses pas. qu'ils préfèrent jouer les Lakers? Je pense que c'est kiff-kiff. Ah non, je pense qu'ils ont quand même, ils redoutent Après, je plus trouve les que les Lakers. Lakers sont meilleurs que les Kings, Hmm. mais Je pense qu'ils ils redoutent plus les Lakers quand même. Les Kings, j'ai beau les apprécier, ils ont gagné d'ailleurs, ils ont ouais, battu Brooklyn, mais bon ils là ont c'est assez écrasé Brooklyn. facilement. Ouais. C'est, 107-77. je sais pas, dans le contexte d'une série de playoffs, même avec l'année dernière où ils sont vraiment bien battus dans la série, je les trouve, ils sont un peu plus prévisibles pour les Warriors. À choisir, je dis pas que ça va être facile, hein, mais à choisir, je pense Oui, qu'ils préféreront. ah, mais je pense que les Lakers sont. Moi aussi, je trouve que les Lakers sont meilleurs que les Kings. Juste, en fait, ça aurait été une série de playoffs, je t'aurais dit, bah, vaut mieux jouer Sacramento. Mais en fait, tu vois, Sacramento Golden State, c'est quand même serré. C'était allé en game 7. Alors, c'était pas tout à... Mais là, sur un match, c'est tellement. En fait, sur un match, ça peut partir tellement dans tous les sens. Je me dis, bon. Euh, Après, où est-ce que c'est le plus simple d'aller jouer aussi, vu que tu seras à l'extérieur? Est-ce que c'est plus simple d'aller jouer à Sacramento ou à Los Angeles? À Sacramento, c'est bruyant, hein. Donc, bon, je sais pas. Moi, bon, je suis d'accord. En tout cas, la meilleure équipe des deux, c'est Los Angeles. C'est sans doute les Lakers. Donc, quitte à choisir, autant jouer l'équipe qui paraît un peu moins forte. Ouais. Mais les Kings, bon, voilà, sont pas enterrés. Je vois pas Sacramento aller en playoff. J'ai l'impression qu'ils. Enfin, je m'attendais déjà, de toute façon, après la saison de l'an dernier. Je me suis dit, confirmé, ça va être dur. Tu vois, l'Ouest est plus fort. Si t'as pas Keegan Murray qui passe un gros cap, c'est compliqué. Il a pas passé ce gros cap. Il te reste Fox, Sabonis. Là, il y a plus. Ah oui, par contre, en plus, il y a un détail. Il y a plus Malik Monk. Ouais, ça joue. Donc, Hein. effectivement, En vaut mieux peut-être playoff, le jouer. mec qui peut te foutre le feu Ouais. sur un match ou deux, Ouais. c'est. Mais bon, Sacramento a repris sa 8e place. Mhm. Donc pour l'instant, si ça s'arrêtait aujourd'hui, Sacramento aurait 2 occasions, 2 chances éventuellement pour se qualifier en playoff. Ouais. Le dernier match qu'on n'a pas mentionné, c'est le Washington-Toronto. C'était pas le plus passionnant. Victoire des Raptors 130-122. Voilà, Immanuel Quickley, ça recommence à faire jouer un peu quelques joueurs du côté de Toronto. Il y a Barrett, il y a Quickley. 31 points, 13 passes. Quelques vrais joueurs de basket. Joueur de basket. C'est méchant, mais bon. Quelques joueurs un peu plus confirmés, on va Voilà. dire. 31 points, 13 passes pour Quickley, 22 points de Barrett, 20 points de Trent Junior, 21 points d'Olynyk et victoire des Raptors. Et 64e défaite de la saison pour les Wizards. C'est la pire saison, je pense, de Washington. Absolument. Ouais. Donc bon, voilà, les Wizards qui vont. Puis il reste encore 3 matchs, donc ils peuvent encore perdre un paquet. Le prochain, c'est contre Minnesota. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, on a fait le tour. On peut peut-être mentionner quand même un petit peu ce qui s'est passé en NCAA. Il y a eu la finale chez les femmes. Nouvelle défaite en finale pour Caitlin Clark et Iowa qui a été battue par South Carolina. Saison parfaite de South Carolina et c'est. Je veux dire, c'est pas une expression, c'est vraiment, ils ont perdu aucun match. Ouais. Donc voilà, South Carolina qui a gagné tous ses matchs et qui a logiquement gagné le titre. Double-double pour Cardoso en finale, 15 points, 17 rebonds. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être que les gens qui avaient suivi de loin se disaient qu'Iowa avait. Iowa avait une chance, hein, d'ailleurs, le match a parfois été serré, mais South Carolina, c'est une vraie machine au niveau physique et tout, c'était quand même supérieur. Et puis, Caitlin Clark a beau faire tous les efforts qu'elle veut, il y a quand même une différence collectivement entre les équipes. C'était pas une finale exceptionnelle, hein. Même South Carolina n'a pas fait un match de très haut niveau. Caitlin Clark a eu de son côté beaucoup de mal, même si elle a marqué 30 points, beaucoup de maladresse, elle a été défendue 10 sur 28.
10 sur 28. Elle a été défendue très fort, notamment par Raven Johnson. Ça reste exceptionnel. Il faut se rendre compte elle jouait pour une fac qui n'est pas parmi les toutes meilleures du pays. C'est aussi ça qui était une belle histoire, c'est-à-dire elle a préféré jouer chez elle qu'à UConn. UConn ne lui avait pas proposé d'offre, mais à South Carolina ou à d'autres grosses facs du pays. Donc aller 2 fois en finale sur 4 ans avec cette équipe-là, ça reste admirable. Et même si elle repart sans titre, le meilleur est à venir. Elle va débarquer en WNBA. La draft est dans 8 jours. Elle va être prise en première position par Indiana. Donc la suite sera bonne et intéressante et évidemment à suivre. Elle sera très très attendue, comme on en avait déjà parlé. Il y a les petits déclats de Diana Taurasi qui commentait le match en parallèle, qui lui a dit « Reality is coming », la réalité arrive. En gros là, alors c'est le style Taurasi, il ne faut pas prendre ça que pour de la haine et de la provocation, hein, mais elle lui a dit là, quand tu peux avoir l'air super humaine, avoir l'air super humaine contre des joueuses de 18 ans, mais là tu vas jouer contre des adultes qui sont pros depuis très très longtemps. Je ne dis pas que ça ne va pas se traduire parce que tu es très forte, mais il y aura une période de transition qu'on a toutes connue et ça peut prendre un peu de temps. Donc elle prévient et je suis d'accord avec le point de vue de Taurasi. Elle l'a dit avec ses mots, j'ai pas sorti la décla exacte, hein, mais ça sonne un peu provoque du genre la vieille qui veut pas que la jeune débarque. Mais c'est un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'il faut lui laisser du temps et il faut respecter ce qui se fait déjà et pas l'imaginer tout de suite être la GOAT au bout d'une saison. Elle sera fantastique et on va évidemment suivre ça. Yes, du côté des hommes, ce sera la finale entre Purdue de Zach Edey, le grand pivot, et Connecticut, le champion en titre. C'est mardi soir, si j'ai pas de Non, bêtises. c'est cette nuit. C'est cette nuit, pardon. Ouais. C'est dans la nuit de lundi à mardi. Ok. Donc cette nuit, il y aura la finale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Coach Calipari. Ouais, on en a parlé. Je disais presque ça sans penser que ça pouvait se faire. Quand ils étaient sortis au premier tour, j'avais dit qu'il ferait peut-être bien de rejoindre Coach K à la retraite. Alors, il part pas à la retraite, hein, mais il change de fac, il quitte Kentucky pour aller à Arkansas. Pour Kentucky, ça va changer du tout au tout parce qu'il était à la fois agent, coach, tout, il faisait absolument tout. Il ramenait tous les talents, quoi. Alors, donc, peut-être que Kentucky, alors c'est peut-être un mal pour un bien parce que je pense que c'était au détriment de la formation des joueurs, ce côté one and done, et puis beaucoup moins de performance. Ça faisait longtemps que Kentucky n'avait plus gagné. Mais ouais, c'est une nouvelle importante. Et puis pour revenir sur la fiche de la finale, c'est pas si fréquent qu'il y ait 2 équipes peut-être de série numéro 1, enfin 2 aussi gros favoris au début du tournoi qui se retrouvent en finale chez les gars. Français Mohamed Diarra, NC State aura fait un beau parcours, ils sont arrêtés en demi-finale, mais Purdue contre UConn. UConn qui peut réussir le premier back-to-back depuis les Gators de Joachim Noah. C'est 2006, non? Ça, hein, j'ai plus les années en tête. Ouais, soit 2006-2007, soit 2007-2008. En gros, c'est les Gators. Non, 2006-2007, je pense que la draft de Noah, c'est 2007. En tout cas, ça remonte aux Gators avec Billy Donovan comme coach, Joachim Noah, alors Ford et compagnie. Donc ce sera un bel exploit de la part de UConn. Et parmi les prospects à suivre, il y aura donc Edey, comment tu dis ça? Zach Edey, ouais. Zach Edey, donc Zach Edey, le pivot qui, je pense, est bien monté sur les mock drafts avec sa campagne pendant la March Madness. Et Stephen Castle, le meneur du côté de UConn, qui lui est carrément annoncé parfois jusqu'en numéro 2. Il a le manque de favoris, de gros stars, de prospects un peu stars dans cette QV fait que tu peux passer de 10 à 2. Alors, je ne sais pas s'il sera drafté en 2, peut-être qu'il sera drafté un peu plus loin, mais... C'est marrant, lui aussi, il monte. Lui, sa cote, elle a été. C'est-à-dire qu'en arrivant à UConn, donc il arrive chez les champions, il est ultra fort au lycée, il était toujours top 5. Petit à petit, il n'a pas été mauvais, mais c'est une équipe avec des joueurs qui sont là, des vétérans presque, des seniors, et ça a été un peu en dents de scie. Sa cote, il est parfois même sorti de la loterie, et là il a fait une très très bonne demi-finale. Donc, ça a beaucoup de talent Castle, et je pense effectivement qu'il sera minimum dans la loterie. Et peut-être c'est un freshman, lui, pour le coup, en plus. Donc, tu vois, il a le côté un peu jeune homme, potentiel de développement, etc. Ouais. Yes, écoute, on a fait le tour, Shai, ça fait pas mal de trucs. Il y aura un podcast cet après-midi, donc n'hésitez pas à checker. Il y a eu le Hoop Culture où vous retrouverez encore Shai, mais il est très intéressant si vous voulez comprendre pourquoi Shai préfère voir l'OM gagner une Coupe de France, une modeste Coupe de France, qu'une Coupe du Monde pour l'équipe de France. À la fake news. À la fake news. C'est ce que tu as dit? Non, même pas. Si, c'était ça la question? Je sais plus. Oui. Je sais pas, j'ai dû répondre dans l'émotion. Il faut que je réécoute ça.
Je me souviens pas. J'étais pas dans mon état normal. Non, mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur Shai, et même au-delà de ça, hein, c'est un contenu super intéressant. Je vous invite pardon, à écouter le Hoop Culture qui était posté dimanche avec Théo, Pierre Armand et donc Shai. On se retrouve Ouais. cet après-midi pardon, pour un podcast, demain matin pour un nouveau CQFR. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, Ciao, ciao. bonne journée.